Il faut des adultes éclairés pour éclairer des élèves. L'inattention arrive très vite chez les enfants. Les amener à être attentifs et à rester attentifs. Tout est là-dedans. Pour moi, l'enseignement est créatif ou il n'est pas. Et il faut que les élèves coopèrent à cette création. On a une avalanche d'informations qui nous tombent à longueur de journée, voire de nuit dessus. Et il s'agit de la trier. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important? La réceptivité précède, la connaissance suit. Donc il faut déjà être réceptif pour ensuite apprendre, connaître, comprendre, etc. Mon travail d'enseignante en anglais a pris une autre dimension. Et je prends vraiment plaisir de voir des enfants prendre plaisir déjà et de se sentir bien. Si on veut préparer les citoyens de demain, si on veut préparer la société de demain, c'est dans l'éducation qu'il faut commencer, dans les plus petits âges. Et c'est aussi pour ça qu'on se rend compte que, notamment, des savoirs fondamentaux comme ceux qui sont véhiculés par le yoga peuvent être utiles dans cette période charnière. En 1975, j'ai été nommée principale du collège Condorcet. J'avais l'habitude de circuler pas mal pendant les heures de cours pour connaître l'ambiance des classes. C'était à Paris, dans un établissement où j'étais. Des enfants de 5e qui arrivaient rouges et bourriffés, transpirant en balançant des cartables très lourds. Et là, il s'est imposé à moi l'idée que je ne pouvais pas faire un cours valable sans passer par un sas, vous voyez, un sas de transition. C'est ça qu'est le yoga. Donc, je me suis entendu dire, laissez vos cartables, asseyez-vous tranquillement, mettez les coudes sur la table et les mains sur les yeux, comme ça. Et maintenant, voyez, je vous envoie des images. La mer avec les vagues. Un sommet de neige étincelant au soleil. J'avais remarqué, entre autres, que par exemple, si Miss Flack, comme on l'appelait, laissait la porte ouverte parce qu'elle avait devait aller faire une photocopie, par exemple, ses élèves, en silence, continuaient à travailler comme si rien n'était. On leur apprend à développer leur imagination et à prendre conscience des sources vives qui sont en eux. Je n'appellerais pas ça une méthode pédagogique, j'appellerais ça une expérience. Ce qui m'a tout de suite intéressé et qui nous a accrochés, c'est sa manière d'utiliser ses compétences en yoga pour le problème, justement, de la respiration des élèves, de leur attention, cette réalité de leur présence dans la complexité existentielle que trop souvent l'enseignement oublie. À l'époque, on le confondait souvent, que ce soit en France ou en Suisse ou ailleurs, on le confondait souvent avec une religion d'abord, voire au pire avec une secte pour certains, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et ils ont eu peur d'une propagande bouddhiste à travers le yoga. Elle était attaquée. Ils m'ont même dit c'est une substitution de culture. Et donc on l'a critiquée. Alors là, évidemment, je me suis un petit peu mis en place pour faire reculer cette ignorance. C'était un parcours du combattant quand même. Je vais profiter de leur écoute pour réviser la leçon. Je vais vous poser des questions sur la leçon, vous répondez dans votre tête. Ouais, c'est-à-dire leur demander d'utiliser leur sens subtil de l'écoute pour parler, pour répéter ce qu'ils avaient à dire, mais à voix basse ou à voix murmurée ou à voix mentale. Alors ça a été une révélation pour moi, parce que j'ai pu constater, après la leçon, quand j'ai reposé les mêmes questions, qu'ils voulaient tous répondre. Une forêt de doigts levés, c'est quand même rare. Un des problèmes majeurs de l'école aujourd'hui, c'est l'attention.
Alors on souligne souvent ce problème-là. Les élèves ont du mal à être attentifs, à se concentrer, etc. Mais on ne propose pas de solution. Le yoga, c'est une des solutions, pas la seule, hein, mais une des solutions pour développer cette attention particulière vers soi et vers les autres et vers le monde. On a mis au point des méthodes qui sont des adaptations du yoga classique à des enfants de tous les âges. Nous avons toujours insisté sur le fait que nous sommes ouverts à toutes les écoles de yoga. L'essentiel, c'est que la pratique soit une pratique en lien avec les enseignements qui existent et qui sont transmis par l'Inde depuis des millénaires. Put your hands together and rub. Rub your hands together. Open your hands. Put your hands over your eyes. Ce moment où les enfants vont frotter des mains, ils sentent une chaleur dans les paumes de leurs mains. On leur demande de poser les mains devant les yeux. Et là, effectivement, ils vont sentir cette chaleur, cette énergie rentrer dans les... Eux, ils ne vont pas dire que c'est une énergie, mais ça les fait prendre conscience déjà de leurs yeux et de ce bien-être que procure cet exercice. Ils le disent souvent que ça leur fait du bien. Ça apporte plein de dimensions qui ne sont pas souvent explorées dans le milieu de l'école ou de l'enseignement, etc. Par exemple, la dimension corporelle et la dimension sensible, alors, qui est essentielle dans le yoga, dans la pratique du yoga. Une attention au corps, une attention au souffle, et du coup une meilleure connaissance de soi. Les gens qui réussissent, c'est tout simple, c'est des gens qui savent se concentrer. Donc c'est une qualité fondamentale pour la réussite dans la vie. Inhale and exhale. Au début, je ne connaissais pas, donc j'étais un peu sceptique. Et quand j'ai vu la différence avec mon fils, qui a toujours, on en a dit, il bouge beaucoup, Rémi c'est un enfant qui bouge beaucoup, je n'entends plus ce discours des professeurs ou des maîtresses depuis qu'il pratique le yoga et en plus l'anglais pour sa culture. Et franchement, moi je trouve que par rapport aux enfants qui sont en classe, qui doivent rester assis, concentrés, et il y a des enfants, tout le monde est différent, mais ça peut apporter quelque chose, ces pratiques de relaxation, pour leur permettre de continuer à travailler sereinement et calmement. Et elle le fait même à la maison, même quand elle est fâchée ou quoi, elle apprend, elle se va dans sa chambre et elle se calme en respirant. Et à l'école aussi, quand maintenant elle ose aller au tableau, prendre la parole, elle me dit, avant que je passe, quand je sais que c'est à moi d'exposer quelque chose, je me concentre, je respire comme Caroline m'a appris, et elle a plus confiance. Et le fait de le faire régulièrement, cet exercice en classe, maintenant elle lève la main. Il me montre ce qu'il fait à l'anglais, il me montre les postures, les mots qu'il apprend, il les montre donc physiquement et il me dit d'essayer de les faire avec lui. Et c'est génial et on le fait ensemble. Et c'est comme ça que mon mari, en le faisant ensemble le soir, il a dit « Ah, c'est super, je me sens bien, donc je vais m'inscrire au yoga. » Voilà. Vous pouvez simplement expliquer au tableau ou par Beamer aujourd'hui les propriétés du rectangle, puis demander ensuite à vos élèves « Est-ce que vous avez compris ?» Ou au contraire, vous pouvez, après avoir fait vivre à l'élève brièvement son corps, son souffle, visualiser à l'élève un rectangle dans la couleur qu'il veut, sur son écran mental, pas sur son iPad, mais sur son écran mental, et puis vous faites, par exemple, scintiller les diagonales égales, les 4 angles droits en rouge, etc. Donc l'élève voit, donc c'est pour mieux s'imprégner de la connaissance. Parce que connaissance, pour moi, c'est pas simplement une information. Aujourd'hui, on a tendance à vivre dans un univers purement informatif, mais on n'intègre pas l'information. Connaissance, le terme connaissance veut dire naître avec. Alors, au niveau du lycée des grands, ils préparent le bac, ils sont très fatigués. Et là, on a des méthodes de préparation aux examens. C'est-à-dire qu'il y a une formation spéciale pour bien réagir en face de sa feuille. Donc, quels exercices vous pouvez faire si vous êtes stressé, si vous êtes anxieux, et comment vous présenter devant le professeur à l'oral. Ouais, tout ça, on l'enseigne à des enseignants qui peuvent le répercuter à des grands. Du côté des enseignants, il y a un problème
fréquent dans l'enseignement, c'est le problème du stress. Mais ils sont anxieux, les professeurs. Je me souviens quand j'ai démarré la pratique du yoga, avoir découvert quelque chose de fondamental, c'est la conscience de la respiration. Voilà. Et cette conscience de la respiration, ça s'est diffusé dans mon expérience que j'avais en classe. C'est-à-dire je faisais attention, par exemple au moment de l'appel, je faisais attention à mon propre souffle au moment de l'appel de chaque élève. Et le fait de prendre conscience de son souffle au moment de l'appel, ça rendait le moment beaucoup plus, je vais dire, solennel ou important, où il y a une relation qui se crée de personne à personne. Donc il y avait une sorte un peu de rituel comme ça. Le moment de l'appel, ça peut paraître comme ça, quelque chose de très administratif, très rébarbatif, etc. C'était l'occasion pour moi, au contraire, d'instaurer une relation vivante. Nous ne transmettons pas nos enseignements directement aux enfants ou aux adolescents. Nous formons des enseignants. C'est-à-dire que les exercices de yoga, ce n'est pas des petites recettes de cuisine, ce n'est pas des petites techniques, c'est un ancrage dans un savoir ancestral. Et c'est d'ailleurs pour ça, au RI, qu'on veut, qu'on impose que toutes les personnes qui transmettent nos enseignements et nos savoir-faire soient eux-mêmes professeurs de yoga et eux-mêmes une pratique ancrée, longue. Vous êtes près d'une mare. Puis là, vous regardez, dans la mare, il y a un petit canard. Oh, puis vous avez envie d'attraper le petit canard. Très bien. Oh, super. Et vous relâchez. Stop. Moi, je chercherais le canard qui vole pour aller emmener d'abord le bassin et l'ouverture avant de chercher la distance par là-bas. Donc la formation de formateurs, si vous voulez, là, ce sont des personnes qui sont professeurs de yoga, donc avec un diplôme qui est reconnu. Donc en France et en Europe, les diplômes de professeurs de yoga, c'est 3 à 4 ans d'enseignement sanctionné par un diplôme. Ces personnes doivent avoir fait l'ensemble du cursus RI, donc les 2 ans. Et à ces 2 ans, nous rajoutons une année supplémentaire où l'apprenti formateur va non seulement recevoir des enseignements, parce qu'il est très important de bien comprendre les différences d'anatomie entre un adulte, un enfant, un adolescent. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'il ne faut surtout pas faire. Déjà, il y a tous ceux qui sont tellement rétractés des mollets qu'ils ne vont déjà pas pouvoir être assis. Voilà, et qui vont... Oui. Donc si le placement c'est la base, il faut quand même qu'on trouve des aménagements qui vont leur permettre d'aller vers le bon placement. L'enfant, quelle que soit sa rétraction, il sera bien placé. Et on peut développer du ludique autour d'un bon placement. Je suis kinésithérapeute, je suis ostéopathe, donc la physiopathologie de l'enfant, je la connais très bien. Après, je connais suffisamment bien le yoga pour pouvoir leur dire, voilà, telle posture de telle manière, c'est un risque pour telle tranche d'âge. Pourquoi, en fonction des périodes de croissance, on va être obligé de modifier certains types de postures et leur apporter le contexte médical. Donc, ces apprentis formateurs vont aussi co-animer les formations, donc on leur passe progressivement la capacité à intervenir dans les groupes d'enseignants que nous formons pour les mettre en capacité. Il y a une telle demande actuellement qu'il nous faudrait le triple de ce que nous avons. Ensuite, effectivement, on forme les personnes. Donc, c'est une formation qui s'étale sur 2 ans. Et là, on va former les enseignants, d'une part, aux techniques de yoga dans l'éducation et aux techniques de relaxation dans l'éducation, qui vont leur permettre ensuite d'avoir une palette de possibilités qu'ils vont pouvoir utiliser dans la classe. Sentez bien les pieds sur le sol. Fermez les yeux. Laissez les paupières se détendre. Sentez que vous respirez. Les gens viennent chercher des outils pour adapter des techniques de yoga qu'ils connaissent en général plutôt bien, même parce qu'il y a beaucoup d'enseignants de yoga, mais qui puissent être adaptés aux enfants. Parce que c'est très difficile, lorsqu'on a l'habitude de faire un cours de yoga classique avec des adultes qui sont très calmes, qui sont allongés sur leur tapis, qui ne parlent pas, etc., d'arriver devant des enfants
Et alors les enfants, eux, ils parlent, on leur dit voyez, visualisez une fleur, sa couleur. Alors il y a un gamin qui dit rouge. Bon. Et là, l'enseignant de yoga ne sait pas quoi faire. Parce que les adultes ne font absolument jamais ça. Sentez bien les deux talons, les mollets, les fessiers, tout le dos, l'arrière de la tête, tout le corps. Ne vous endormez pas. Comment est la lumière? Choisissez. Voyez-vous, vous êtes parfaitement bien. Effacez tout. Étirez les bras vers l'arrière ou vers le haut. Je suis professeure d'éducation physique et sportive en lycée. Donc je suis venue à cette formation pour approfondir mes connaissances sur le yoga pour enfants et puis pour répondre à certaines questions qui se posent au quotidien dans l'enseignement du yoga. Je cherchais surtout donc comment arriver à une détente sans que les élèves qui sont des fois fatigués s'endorment. Et en même temps aussi des histoires, parce que les adolescents adorent les histoires, et comment trouver des histoires qui ont un symbole positif pour eux. Comment faire des Pavanamuktasana à des adolescents? En choisissant des musiques qui leur parlent. L'éducation telle qu'elle est conçue aujourd'hui en France, on a une éducation d'excellence qui est très sur les savoirs et sur les savoir-faire. Je pense que le yoga apporte un complément sur les savoir-être. Et cet agrément de l'éducation nationale reconnaît la validité de cet apport. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est je pense que ça facilite grandement la capacité pour les enseignants à utiliser les techniques RI en classe. Quand il faut aller voir son proviseur ou son directeur et dire « écoutez, j'ai fait une formation, c'est formidable, je vais intégrer des méthodes de yoga dans mon enseignement », un proviseur peut être réticent, un directeur peut exprimer des réserves. Dans la mesure où c'est agréé par l'éducation nationale, ça veut dire effectivement que c'est reconnu, que c'est valable, et donc ça vaut autorisation de facto. Donc je pense que ça facilite grandement la diffusion de ces techniques, et donc ça va permettre à beaucoup plus d'enfants et à beaucoup plus d'enseignants d'en bénéficier. Le yoga n'a pas de milieu privilégié pour se développer. Ça peut servir à tout, ça peut servir à tous les gens. Le RI existe d'ailleurs depuis de nombreuses années en Italie, en Espagne, en Belgique. On a une antenne en Argentine, une antenne au Brésil, une antenne en Israël. On est en discussion en ce moment avec des enseignants à La Réunion, au Canada. Que demander de plus? Que de nouvelles formes culturelles prennent leur place dans une société moderne et fassent le contrepoids de désordre et de perturbations que l'on déplore. On a tous besoin aujourd'hui de sens. C'est vrai que faire entrer le yoga dans l'éducation, pour moi, c'est la combinaison idéale, la plus efficace pour faire émerger cette nouvelle génération de citoyens qui saura faire éclore un vivre ensemble plus raisonné, plus agréable.